Chose promise, chose due, à partir de ce lundi 2 septembre 2019, la gratuité de l'éducation de base est effective sur l'ensemble du territoire national. Mais il reste encore d'énormes défis à relever, notamment mobiliser près de 3 milliards de dollars américains chaque année dans le budget national de l'État et améliorer le niveau de la qualité de l'enseignement et des salaires des enseignants. Bref, mettre fin à la prise en charge des parents dans les écoles publiques et conventionnées. Nouveau gouvernement, mêmes défis et mêmes attentes. La population attend du gouvernement Ilunga Ilunkamba des réponses concrètes aux problèmes de la société. Vous suivez les réactions, y compris de la société civile, dans les corps de cette émission. Un technocrate à la tête du ministère des Souverainetés et très stratégique des finances en RDC. José Sele Yalagouli, son portrait et son parcours vous seront dévoilés dans cette édition de Fiscalité et Développement dans une présentation de Ruben Mayoni Ntiakiyunga. Agence Galaxy Media, la passion de développer la RDC. Madame, Messieurs, merci de nous rejoindre pour suivre cette émission Fiscalité et Développement qui est la grand-messe des finances publiques en République démocratique du Congo. La gratuité de l'enseignement de base, désormais effective sur toute l'étendue du territoire national, promesse du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, lors de sa campagne, ce qui était hier un rêve est aujourd'hui en train de devenir une réalité. Tous les frais déjà payés par les parents pour l'année scolaire 2019-2020 en termes d'acompte sont remboursés ou en train de l'être en tout cas par les écoles publiques. Jocelyn Baba et Etienne Abenga sont descendus sur le terrain pour constater cette réalité historique. Regardez le reportage. Ici, au complexe scolaire Sainte-Anne, connu plus sous le nom de l'école primaire de la gare, dans la commune de La Gombe, l'ambiance va bon train et toutes les décisions prises par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, sont strictement respectées. Dès ce lundi, les élèves peuvent fréquenter les salles de classe sans payer les moindres frais. La gratuité de l'enseignement à l'école primaire est un ordre et surtout constitutionnel. Pendant que les frais déjà vexés en termes d'acompte sont remboursés, sans procès. Nos portes sont largement ouvertes pour cette gratuité. Nous sommes là, nous soutenons et nous acclamons cela parce que nous sommes tous parents. On a été vraiment essoufflés. Maintenant, avec la gratuité, c'est une bonne chose. Oui, nous allons capitaliser, c'est-à-dire qu'on va donner le maximum de nous-mêmes. Oui, on a déjà connu les cas de remboursement. Et puis, on demande... C'est parce qu'il y a des parents qui ont payé bien avant là. Alors, quand ils se présentent, on invite les autres pour venir rentrer dans leurs droits, comme il y a la gratuité. Oui. La gratuité de l'enseignement va donner l'opportunité à tous les enfants d'aller à l'école au lieu de rester à la maison. Comme le témoignent ses parents, très heureux de récupérer la compte déjà vexée depuis le mois de juillet de cette année. Pour la société civile, cette gratuité doit être globale et non sur quelques frais au-delà de l'enveloppe de plus de 2 milliards de dollars que le gouvernement doit supporter en termes de cette gratuité. Et se faire d'une manière globale. Parce que vous ne pouvez pas seulement parler de quelques frais qui vont faire l'objet de la gratuité et ne pas prendre en compte pendant la motivation que les parents payent pour les enseignants. C'est le gros. De la même manière qu'on devra mettre de l'ordre dans l'économie, prendre des mesures comme celles que nous venons de prendre. Vous savez qu'il y a des pays comme l'Angola dont le budget de l'éducation est de 4 milliards par an. C'est-à-dire tout le budget de la RDC. 4 milliards. Ouais. Donc si on a un budget par exemple de 4 milliards ou de 5 milliards, dans un budget total qui peut être de 30 ou de 40 milliards, mais la gratuité ne posera pas de problème. Elle peut aller loin. Elle ne va pas se limiter au primaire. Elle peut aller même au secondaire, à l'université. Vous savez, dans le temps, nous avons fait des études universitaires à l'époque où il y avait des bourses d'études. Cette gratuité vient ainsi libérer des millions de parents congolais, longtemps emprisonnés d'un système éducatif très défavorable aux plus démunis, profitant plus de la classe aisée. Cette gratuité étant effective,
Le gouvernement congolais doit initier des réformes pour améliorer la qualité de l'enseignement qui a trop baissé et augmenter de façon décente le salaire des enseignants. De la planification à la budgétisation des actions en passant par la programmation, le nouveau gouvernement de la République démocratique du Congo est en face non seulement à des défis et priorités, mais aussi et surtout à des attentes et sollicitations nombreuses de la population congolaise. Quels sont ces défis et attentes? Tentative de réponse dans ce reportage. Jamais un gouvernement n'a été attendu par la population congolaise comme celui du Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba, sous l'ère du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Plus de 7 mois après l'investiture du chef de l'État, Congolaises et Congolais s'impatientaient pour attendre un gouvernement appelé à répondre aux nombreuses sollicitations de la population. Et les attentes des 80 millions de Congolais sont nombreuses, avec des avis partagés. Éléphantesque, pléthorique, tous les mots sont bons pour qualifier ce gouvernement de 66 membres. C'est éléphantesque, c'est énorme comme gouvernement. 66 membres. Et bon, fallait-il nécessairement avoir autant de personnes? Est-ce que l'efficacité est liée au nombre? S'il faut réduire les trains de vie de l'État, ce que nous avons toujours tous souhaité, ce n'est pas en faisant un gouvernement aussi énorme. Je sais que ces prix, c'est très très grave pour le budget qu'on a. Avoir 65 ministres, ce n'est pas chose paix. Mon attente d'abord, c'est que le président avait dit au départ, c'est d'accomplir la volonté du peuple. Donc travailler d'abord pour le peuple, au lieu de voir d'abord ses propres intérêts. On veut le voir en œuvre. Le pays par terre, la situation économique est trop criante. Nous voulons que réellement il y ait un vrai changement. L'évaluation que l'ODEP a faite nous a mené à 737 millions de dollars par an pour supporter toute cette charge-là. Il ne faut pas qu'on dise chasser le naturel que les autres reviennent au galop pour piller. Aux côtés des attentes de la population, les défis et les priorités pour le gouvernement sont également nombreuses. De la planification à la budgétisation en passant par la programmation, le Premier ministre et son équipe doivent réellement se mettre au travail. S'il faut parler en termes de défis ou les axes prioritaires sur lesquels nous attendons voir le gouvernement à l'ouvrage, il faut parler notamment de la gouvernance. Dans ces pays, pendant plusieurs années, nous avons été malheureusement victimes d'une classe dirigeante qui n'a pas été à la hauteur de responsabilité d'État. Que la gestion de la chose publique soit axée sur le résultat. Qu'il y ait un changement de mentalité dans la gestion et dans la gouvernance. Détruire tous les antivaleurs afin que les choses puissent évoluer comme il se doit, du point de vue santé de la population, la vie sociale de la population, la sécurité partout, tout au long de notre pays. Alors si on regarde le peuple d'abord, la première chose que moi je vois, c'est quoi? Je vois les secteurs agricoles et rural, les milieux ruraux. Je retiens le plan national d'investissement agricole. C'est un plan élaboré pour aller entre 2013 et 2020. Et ce plan est de 5,6 milliards de dollars et il nécessite par an 710 millions de dollars pour être mis en œuvre. Vous voyez? Donc, au lieu de gaspiller l'argent pour les personnels politiques de cette manière-là, on ferait mieux d'affecter cet argent au secteur agricole et rural. Si on veut aujourd'hui créer des millions d'emplois, en milieu rural et avec un impact aussi en milieu urbain, il faut donner priorité véritablement au secteur agricole. Pour qu'il y ait des moyens pour la santé et l'éducation pour tous, il faut produire. Quand on produit les richesses, ce sont ces richesses qui, par les biais des impôts, etc., c'est-à-dire on élargit la base taxable, l'assiette fiscale, n'est-ce pas? Elle est élargie. Parce qu'à partir de l'impulsion des activités en milieu rural, on va créer beaucoup de revenus et les gens paieront les impôts, etc., etc., etc. Même si les Congolais est satisfait de voir le gouvernement être mis sur pied pour gérer le pays, ce dernier est cependant appelé à œuvrer
pour le bien-être de la population tout entière, à combattre la pauvreté et surtout toutes les antivaleurs longtemps décriées par la société congolaise. Le nouvel argentier national s'appelle José Sélé Yalagouli, mais qui est-il au juste? Jean-Louis Miaswekama a dressé pour vous son portrait. Regardez. José Sélé Yalagouli était depuis novembre 2016 jusqu'à sa nomination à la tête des finances de la RDC, le directeur général des impôts, où il s'est révélé être un manager hors pair. En témoignent les performances enregistrées par la DGI. Le locataire de l'hôtel des impôts a atteint en 2018, bien avant la fin de l'exercice, les assignations de 2700 milliards de francs et a réalisé un excédent de 900 milliards. Il a ainsi permis un financement plus aisé du processus électoral. Les secrets de sa réussite s'expliquent par ses talents de manager avec lesquels il a su mettre l'homme au centre de toutes les attentions à la Direction générale des impôts et grâce également à la communication verticale qu'il a instaurée au sein de cette régie financière. José Sélé Yalagouli, technocrate rompu et chevronné, a déjà une belle carrière derrière lui, notamment sous la direction de Matata Pogno. Voici le tweet de ce dernier au sujet de cette nomination. Félicitations au ministre des Finances Sélé. Il est compétent, travailleur et professionnel. Ayant été directeur de cabinet au BCECO, au ministère des Finances et à la primature, cet ancien directeur général de la DGI est expérimenté et suffisamment rodé pour exercer la fonction. José Sélé Yalagouli est né le 24 août 1968 à Guémena dans la province du Sud-Ubangi. Il est licencié en économie de l'université de Kinshasa, option économie monétaire et internationale. Il a une riche formation post-universitaire, notamment à l'université de Cambridge aux États-Unis. Il a été de 2007 à 2010 conseiller principal chargé de la coopération bi- et multilatérale du ministre des Finances Athanas Matenda. Il a également été chef de division au BCECO et a travaillé à la Banque mondiale aux États-Unis en tant qu'économiste chargé des questions énergétiques. Nous reviendrons en long et en large sur les défis qui attendent le nouveau ministre des Finances, José Sélé Yalagouli, donc, dans nos prochaines éditions de votre magazine Fiscalité et Développement. Rendons-nous à présent à la douane congolaise pour vous dire que les directeurs généraux des douanes et accises de Rugwiza-Maghera et celui de l'OCEP, Saint-Augustin Mwendambali, ont procédé mercredi 28 août 2019 au siège de la DGDA à la signature du code d'éthique et déontologique de l'agent des douanes. Le texte renforce en fait l'usage des valeurs éthiques et déontologiques au sein de l'administration douanière congolaise pour lutter contre les antivaleurs de tout genre. Reportage signé Michel Wangui et Céline Boumba. Le code éthique et déontologique de l'agent des douanes est un texte rédigé en interne par les douaniers eux-mêmes. C'est là dans le but de renforcer les dispositions légales et réglementaires qui existent déjà au sein de l'administration douanière congolaise. Ces documents qui rassemblent un certain nombre de règles éthiques et déontologiques dans l'exercice des fonctions des douaniers va permettre de lutter efficacement contre la corruption, la fraude et toute autre forme d'antivaleur qui freine la mobilisation optimale des recettes douanières et accisiennes. Pour le directeur général de l'Observatoire de surveillance de la corruption et de l'éthique professionnelle, Saint-Augustin Mwendambali, le nouveau code éthique et déontologique renforce tout simplement les valeurs qui caractérisent la douane congolaise depuis l'avènement de Rugwiza-Maghera. Vous êtes l'une des rares entreprises de l'État à pouvoir vous livrer cet exercice. Dieu merci. Les recettes que vous avez réalisées l'ont démontré par rapport à d'autres régies financières. Le code de conduite est pour quoi faire? Le code de conduite vous est déjà affranchi. On ne peut pas vous l'opposer parce que dans votre comportement quotidien, vous avez fait montre de cela. Quand on dit quels sont les agents publics de l'État perçus comme les plus corrompus, la douane n'apparaît plus là où elle apparaissait en 2005. La DGDA reste l'équipe championne qui ne perd pas. Je vais à Bujumbura. C'est moi maintenant qui commence à faire des communications de la haute association africaine
des autorités de lutte contre la corruption. Encore, c'est la RDC qui va ouvrir. La DGDA, si vous arrivez à déranger les gens là-bas, c'est que vous avez une autre mission. J'en ai parlé, parce que moi j'ai dit, quel est cet autre service qui pouvait faire ça? Dites-moi. Non, il n'y en a pas 2 ou 3. Alors moi j'ai dit, félicitations, bravo, que Dieu vous bénisse, DG, que Dieu vous accorde encore une longue vie. Les patrons des douanes congolaises de Ruguzamagira insistent sur les missions régaliennes assignées à la douane. À l'instar de toutes les administrations des douanes du monde, la Direction générale des douanes et accises, DGDA en sigle, est investie de missions d'une importance capitale, telles que la perception des droits et taxes, la protection de l'espace économique national, la surveillance des frontières, la protection de la société et la lutte contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière organisée. La nature régalienne de ces missions, les prérogatives qui en découlent, ainsi que l'environnement dans lequel évoluent les agents de douane exposent ces derniers à des sollicitations et tentations diverses, se traduisant notamment par des actes de corruption ou de concussion et tant d'autres mauvaises pratiques. Consciente que la corruption est une question primordiale pour toutes les administrations des douanes, l'Organisation mondiale des douanes, OMD en sigle, déploie des efforts visant le développement de l'éthique, notamment par la mise en place d'une série d'instruments et d'outils, ainsi que des stratégies, dont la déclaration d'Arusha révisée, outil privilégié et élément central d'une démarche globale et efficace de prévention et de lutte contre la corruption. Mettant en œuvre cette recommandation, la haute direction de la DGDA poursuit résolument le processus de développement de l'éthique douanière en décrivant le comportement attendu des cadres et agents des douanes de la RDC. Telle est la raison d'être de ce code de déontologie et d'éthique. Les textes s'appliquent également aux consultants, sous-traitants et tout autre intervenant qui agissent au nom de l'administration douanière congolaise. Et puis, le regard des responsables de la société civile congolaise réunis au sein de la plateforme Congo Mon Pays scrute en tout cas la gestion des institutions que la structure accompagne en raison des critères de bonne gouvernance et de la lutte contre les antivaleurs. Ces regards sont tombés, vous vous en doutez bien, sur Deoru Ruguzamagira et à travers lui à l'ensemble de l'administration douanière congolaise à qui la plateforme Congo Mon Pays a décerné jeudi 29 août 2019 un diplôme patriotique et un trophée de méritocratie pour les loyaux services qu'il rend à la nation congolaise. Voici les détails dans ces reportages. Un diplôme patriotique et trophée de méritocratie, il a été décerné jeudi 29 août 2019 à l'ensemble des douaniers de la RDC par le biais de Deoru Ruguzamagira, directeur général des douanes et accises. Après 5 ans d'études menées sur un ensemble de gestionnaires des entreprises publiques de l'État par la plateforme Notre Congo, le sort est tombé sur le premier douanier, et pour cause. Il est le modèle de leadership efficace dans la gestion des affaires de l'État. Vu son engagement, sa gestion et la stabilité de la Direction générale des douanes et accises, DGDA en sigle, vu l'apport de l'entreprise de l'État dont il est gestionnaire aux élections de 2018, vu la maximisation des assignations du ministère des Finances et la multiple innovation, le Congo, mon pays, a décidé de primer le directeur général Deoru Ruguzamagira, un diplôme patriotique et trophée de mérite pour le service rendu à la nation. Maximisation des recettes douanières, apport de la DGDA dans l'organisation des échéances électorales, autant de faits qui ont marqué les esprits à la plateforme Congo Mon Pays, qui accompagne les institutions nationales dans leur mission patriotique pour désigner Deoru Ruguzamagira comme le meilleur mandataire crédible, dynamique, social et proche de la population dans une période de 5 ans.
Après sondage d'opinion au sein de la population de la communauté nationale, toutes tendances confondues, après débat et délibération au-delà des tendances politiques, des croyances religieuses, des convictions profondes, d'appartenance ethnique et tribale, le Congo, mon pays, qui est une plateforme de la société civile implantée à travers la République démocratique du Congo, a décidé de vous décerner un diplôme patriotique et les trophées de méritocratie. Ce diplôme patriotique et trophée de méritocratie est une marque de fierté personnelle et pour l'ensemble de la famille douanière congolaise, a souligné le patron de la DGDA. Depuis 2005, marquant son entrée en fonction à la tête de la douane, Deoro Guizamaguera s'était engagé de se mettre au service de la nation en luttant contre la fraude, la corruption, les détournements, les tracasseries et l'impunité, dont l'acronyme CFDTI. Je m'étais résolument engagé à me mettre au service de l'entreprise et de la nation avec comme principe et consigne la bonne gouvernance dans la transparence. Entre autres jalons posés, je citerai l'intérêt général, le respect des textes légaux et réglementaires, l'excellence, le mépris de la médiocrité, etc. Cette profession de foi est devenue réalité à la DGDA. Au lendemain de la publication du premier gouvernement post-alternance politique, pacifique tant entendu par le peuple, la distinction que vous nous décernez ce jour nous stimule à réaffirmer notre détermination à faire mieux en obéissant à notre devise devenue celle de la DGDA, à savoir toujours davantage, aujourd'hui plus qu'hier et demain plus qu'aujourd'hui. À vous tous, cadres et agents de la DGDA, je vous exhorte à redoubler d'efforts dans la lutte contre les CFDTI afin de maximiser les recettes du Trésor public et donner ainsi au gouvernement les moyens de sa politique en répondant favorablement au mot d'ordre de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, qui a fait de la lutte contre les antivaleurs son cheval de bataille. Depuis sa venue à la douane, Deoro Guizamaguera n'a cessé d'étonner plus d'un par sa gestion orthodoxe de la DGDA, mettant au premier plan la bonne gouvernance et la lutte contre les antivaleurs. Cette énième reconnaissance prouve à suffisance que la douane congolaise est gérée pour donner à l'État le maximum de ressources devant concourir au développement de la République démocratique du Congo. Toujours à la Direction générale des douanes et accises, le patron des douanes congolaises a inspecté dernièrement les services de la DGDA postés à la foire internationale de Kinshasa pour se rendre compte des activités menées par sa régie financière à cette édition foraine 2019. Philon Cholet nous en donne les détails dans ce reportage. Pavillon 22 de la foire internationale de Kinshasa, le numéro 1 de douane congolaise, Deoro Guizamaguera, visite les stands où sont exposés le produit d'accise pour marquer la présence de la DGDA à l'édition foraine de Kinshasa 2019, axée sur les thèmes la foire des investissements à travers la coopération économique. La présence de la DGDA à la FIKIN est une occasion pour les opérateurs économiques, les étudiants et autres visiteurs de découvrir les différentes réformes intervenues au sein de cette régie financière et trouver des réponses adéquates à leurs préoccupations sur les activités douanières, dont les procédures de dédouanement des marchandises. Sur les lieux, les patrons de douane congolaise a été chaleureusement accueillis par les cadres et agents commis à la foire, à qui Deoro Guizamaguera a demandé de redoubler d'ardeur pour plus de performances dans la mobilisation des recettes douanières afin de relever les défis en se référant à leur devise. Cette devise a été acceptée par toute la communauté douanière. Moi je l'appelle ainsi parce que nous avons un esprit de communauté, toujours davantage, aujourd'hui plus qu'hier et demain plus qu'aujourd'hui. En un mot, ça signifie quoi? Nous voulons nous améliorer tous les jours. Nous devons tous les jours faire mieux et plus, dans le bon sens naturellement. Et tout le monde a opté à adopter cette façon de voir. C'est ce qui justifie la réalisation des recettes. Quand vous prenez la courbe de 2005 à 2019 aujourd'hui, vous constatez que nos recettes sont passées de
1 à 20. Ça signifie qu'elles ont été multipliées par 20. En 2004, les recettes étaient d'à peu près 104 milliards. 104. Aujourd'hui, nous atteignons à peu près, d'ici la fin de l'année, 2000 milliards de francs congolais, bien sûr. Donc c'est un accroissement très important où on a multiplié par 20. Donc c'est une illustration de cette devise, toujours davantage, que j'ai devant moi une bonne équipe de nos hôtesses et des autres agents. Je tiens à les féliciter et à demander qu'ils soient toujours performants dans tout ce qu'ils entreprennent. Aujourd'hui, plus qu'hier. Et demain qui vient, plus qu'aujourd'hui. Livret d'or, salutations, photos des familles avec les agents. Tout a été mis à contribuer pour que la visite du directeur général de la DGDA soit marquée d'un sceau indélébile. Ouverte depuis le 3 août 2019, l'édition foraine 2019 a accueilli plusieurs entreprises publiques et privées, dont les régies financières, la Direction générale des impôts DGI, la Direction générale des douanes et accises DGDA et la Direction générale des recettes administratives judiciaires, domaniales et de participation de Girard. Toujours dans le cadre des activités foraines édition 2019 axée sous le thème la foire des investissements à travers la coopération économique, une délégation de la Direction générale des douanes et accises DGDA a visité le mercredi 28 août 2019 le stand de sa régie financière à la foire internationale de Kinshasa avec comme objectif renforcer les actions menées par la haute hiérarchie de la DGDA. Jocelyn Baba et Etienne Abenga nous en donnent les détails. C'est dans le cadre de journées de sensibilisation et d'exposition organisées chaque année par les régies financières congolaises que cette délégation des douaniers a visité les stands et les produits d'accise exposés à la foire internationale de Kinshasa. Le directeur qui a conduit cette délégation a encouragé les douaniers ici présents à travailler davantage pour la bonne image de la DGDA en rapport à sa devise. Toujours davantage, aujourd'hui plus qu'hier et demain plus qu'aujourd'hui. Qui est ici pour représenter la DGDA. Nous nous sommes rendus compte que c'est important de donner l'information pour que les gens sachent comment se comporter. Nous remercions les autorités qui ont prévu ce genre de forum. Nous aurions souhaité qu'il y ait beaucoup de services, mais bon, on a vu que quelques stands, c'est déjà un pas. Nous vous encourageons à mieux travailler afin que la DGDA soit vue conformément à sa devise. Rappelons que plusieurs entreprises publiques et privées prennent part à cette édition foraine ouverte depuis le 3 août dernier, notamment les régies financières, à savoir la Direction générale des impôts DGI, la Direction générale des douanes et accises DGDA et la Direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et de participation de Girard. Puisque nous parlons des finances publiques, sachez que ce secteur est aussi un service d'assiette, source de mobilisation des recettes non fiscales de l'État, ordonnancées et recouvrées par la Direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et des participations de Girard. Ces actes générateurs des recettes relevant du secteur des finances sont entre autres l'amende pour non-respect de la législation d'échange, le droit sur le renouvellement des débits comptables, le droit sur la récupération des sommes indûment payées par les trésors publics, les astreintes pour défaut ou retard de transmission des tableaux de synthèse exigés par le système comptable et enfin les droits sur le remboursement des créances des biens nationalisés. Le ministre provincial des Finances, Économie, Commerce et Industrie, Jean Ngoy Mvouzi, a réuni vendredi 30 août 2019 dans la salle polyvalente de l'Hôtel de Ville de Kinshasa les chefs de division des services générateurs de recettes de la ville-province de Kinshasa. Objectif de cette réunion, pousser donc ces chefs de division au travail en vue de réaliser plus de recettes pour
mobilisés pour permettre, disons, au gouvernement de la ville de Kinshasa et son gouverneur, Gentil Ngobila Mbaka, ainsi qu'à tous les gouvernements, comme nous le disions, de réaliser les promesses faites à la population congolaise. Regardez ce reportage de nos confrères de l'hôtel des villes de Kinshasa, rendu ici par Didi Mavambu Nombolo Pepe. Au cours de cette rencontre, il a été évalué les recettes réalisées au cours du mois d'août 2019. Le ministre provincial des Finances de Kinshasa a profité de la présence de chefs de division pour évoquer la question de la rétrocession du 10 mois, dont une partie a déjà été octroyée à certains services. Jean Ngoïmvouzi s'est dit satisfait des résultats obtenus jusque-là, soit 55 millions de francs congolais seulement. C'était l'occasion pour lui d'inviter ses services d'assiette à travailler dur pour mobiliser plus de recettes. Nous savons qu'il y a coulage des recettes. Il y a des assujettis qui ne payent pas, il y a des taxes qui ne sont pas activées, mais nous nous mettons au jour le jour au travail et nous tenons des réunions juste pour que les taxes qui ne sont pas activées puissent être activées. Là où il y a coulage des recettes, qu'on puisse maximiser les plus de recettes possibles. Si vous réalisez beaucoup de recettes, vous aurez aussi une bonne rétrocession et les conditions dans lesquelles vous travaillez seront améliorées, les a-t-il conseillé. Par ailleurs, le ministre a décrié les retards avec lesquels certains chefs de division arrivent au travail avant de leur demander de toujours faire les pas vers les assujettis pour percevoir les taxes dues à la province, sachant que la culture fiscale en RDC n'est pas encore assise, mais doit être démise. Signalons que le ministre a insisté sur la canalisation de toutes les recettes réalisées par les services d'assiette vers les comptes de la ville de Kinshasa. Quittons momentanément Kinshasa, la capitale, pour nous rendre dans le Congo profond, où une équipe du Fonds de promotion de l'industrie FPI, conduite par le directeur adjoint aux études, François Mpouila, vient d'effectuer une descente en Mbuji-Mayi. Nous sommes là dans la province du Kasaï oriental, avec comme objectif superviser les travaux de forage et d'installation des mini-réseaux de distribution d'eau potable au profit des populations de la capitale mondiale du diamant. Les détails sont dans ce reportage réalisé par nos confrères de la cellule de communication du Fonds de promotion de l'industrie. Nous ne sommes pas dans un camp des réfugiés, nous sommes bel et bien dans la périphérie de la ville de Mbuji-Mayi au Kasaï oriental. Depuis plusieurs années, ce spectacle désolant devient une réalité du quotidien. Tôt le matin, de longs fils homogènes sont perceptibles dans les rues de Mbuji-Mayi. Hommes, femmes et enfants à la recherche d'eau potable. Cette réalité suscite la peur dans le chef de la population dans le contexte d'une ville en proie à l'épidémie de choléra. Confidence recueillie en Chiluba, la langue locale, auprès d'une ménagère. Elle dit « Nous implorons l'autorité de nous venir en aide. La pénurie d'eau à Mbuji-Mayi est un vrai casse-tête. Au quotidien, nous sommes obligés de parcourir de longues distances pour nous approvisionner en eau potable dans des conditions difficiles. Et d'ailleurs, la mauvaise qualité de l'eau consommée à Mbuji-Mayi nous fait peur. On ne veut plus revivre le choléra dans notre ville. Un cri d'alarme entendu grâce au programme d'urgence de son jour du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le Fonds de promotion de l'industrie, FPI, a initié les travaux de 2 forages et installation de mini-réseaux de distribution d'eau potable au site dit Mbouya-Charles, à une quinzaine de kilomètres du centre-ville de Mbuji-Mayi, et celui de Bakwalo-Bilangi, à une vingtaine de kilomètres du centre-ville. Et pour s'assurer de l'évolution des travaux sur le terrain, une équipe du FPI, conduite par le directeur adjoint aux études, François Mpouila Mukendi, vient d'effectuer la supervision des travaux exécutés par le Service national de l'hydraulique rurale SNHR. Les travaux se déroulent de manière satisfaisante. Sur les 2 sites, le SNHR a déjà construit 5 puits de forage, installé les mini-réseaux de distribution d'eau et enfin, le montage de la structure métallique devant soutenir la citerne d'eau est en phase de finition. Des instructions ont été données pour finaliser les travaux dans un bref délai. La situation de pénurie d'eau potable à Mbuji-Mayi
est une question qui doit se gérer en urgence, pense le FPI. Vous pouvez vous-même voir derrière moi comment les gens sont en train de souffrir pour les problèmes d'eau. Nous avons fait la ronde avec vous. Vous voyez comment la population s'est organisée pour faire des forages de fortune qui ne rassurent pas la qualité d'une bonne eau pour la population. Et ici, vous comprenez pourquoi la Direction générale du Fonds de promotion de l'industrie a initié ce premier forage pour améliorer la desserte en eau dans cette ville. Et nous croyons que même les 2 forages que nous sommes en train de faire sont insuffisants. Parce que par forage, vous avez une population intense. Nous pensons que les réalités que nous voyons sur le terrain, nous allons encourager la Direction générale à voir comment multiplier ces forages pour que nous puissions, aux côtés de la régie des eaux, essayer de résoudre cette souffrance de la population en ce qui concerne l'eau. La sonnette d'alarme est ainsi tirée. Des observateurs avertis craignent la recrudescence du choléra qui, dans un passé récent, en 2018, avait causé la mort d'une centaine de personnes. Cette situation était essentiellement liée à la mauvaise qualité de l'eau consommée dans certains quartiers de la ville de Mbuji-Mayi. Retour ici à Kinshasa avec la libéralisation du secteur des assurances qui est effectivement en marche en République démocratique du Congo sous bien sûr la coordination de l'autorité de régulation et de contrôle des assurances ARCA. Pour en savoir un peu plus, regardez plutôt ces éléments. Bonjour. Nous sommes des agents de l'ARCA, l'autorité de régulation et de contrôle des assurances. Nous allons vous parler de la libéralisation du secteur des assurances en République démocratique du Congo. Les assurances sont un moyen de se prémunir contre les aléas et risques de la vie. Elles sont très nécessaires dans notre quotidien. Elles consistent à payer un montant de manière régulière, que l'on appelle prime, afin d'être dédommagé entièrement ou partiellement quand le sinistre arrive. Les assurances sont une source de financement pour notre économie. Le secteur des assurances a été récemment libéralisé dans notre pays et ce processus est géré par l'ARCA. Il faut savoir que l'histoire des assurances en RDC a connu 3 époques. Depuis l'époque coloniale, de nombreuses compagnies d'assurance étrangères existaient sur le territoire, mais les primes qu'elles percevaient étaient envoyées à l'extérieur du pays, ce qui n'a pas profité à notre économie. En 1966, notre pays a connu la nationalisation du secteur des assurances et la création de la SONAS, la Société nationale d'assurance, qui était la seule société d'assurance autorisée à opérer dans notre pays. Ce modèle avec monopole, n'étant plus adapté à notre situation socio-économique, c'est donc en 2015, plus de 50 ans après, que le marché a été libéralisé avec promulgation de la loi numéro 15/005 du 17 mars 2015 portant Code des assurances. La loi ou Code des assurances a prévu qu'une institution soit créée afin de conduire le processus de libéralisation et de mettre en place les conditions nécessaires au développement du marché libéralisé des assurances en RDC. C'est ainsi que fut créé l'ARCA par le décret numéro 16/001 du 26 janvier 2016. L'ARCA, Autorité de régulation et de contrôle des assurances, est un établissement public indépendant à caractère technique exerçant ses activités sur toute l'étendue du territoire national. Elle veille à la protection des droits des assurés, aux droits des bénéficiaires des contrats d'assurance. L'ARCA réglemente le marché des assurances et contrôle les sociétés d'assurance. L'ARCA veille aussi à la solidité des sociétés d'assurance et à leur capacité à honorer leurs engagements. L'ARCA est le conseiller du gouvernement de la RDC en matière de régulation et de contrôle du secteur des assurances. À ce titre, elle a non seulement pour mission de traiter toutes les questions liées aux assurances en RDC, mais aussi de piloter le processus de libéralisation à travers l'exécution du Code des assurances. Mais qu'appelons-nous la libéralisation ? Définissons la libéralisation du secteur des assurances en RDC par les 5 éléments suivants. Un nouveau cadre légal, le Code des assurances, une autorité pour la piloter, mais aussi pour réguler, contrôler, animer le marché, l'ARCA.
La mise en place de mécanismes multisectoriels pour assurer le fonctionnement de ce nouveau marché concurrentiel. La mise en place de mécanismes de protection des assurés et des bénéficiaires des prestations d'assurance. L'introduction de nouveaux opérateurs d'assurance et la mise en conformité des opérateurs existants. Cela veut donc dire, nous avons de nouvelles sociétés d'assurance? Oui, bien sûr. Le marché étant libéralisé, il est donc permis à des nouvelles sociétés d'assurance de venir opérer en RDC. C'est donc la responsabilité de l'ARCA de donner les autorisations aux nouvelles sociétés d'assurance qui veulent travailler en RDC après étude minutieuse de leur dossier. Ce nouveau marché donne donc le choix à la population congolaise, non seulement sur un nombre varié de sociétés d'assurance, mais une gamme élargie de produits et services d'assurance. La vision de l'ARCA est de faire du marché des assurances en RDC un marché dynamique, inclusif, équitable, conforme aux standards internationaux. L'ARCA est le pilote de la libéralisation du secteur des assurances, l'arbitre du marché, pour que celui-ci profite réellement à notre population et à notre économie. L'ARCA est opérationnel et le marché est ouvert. 45 cadres et agents des services étatiques et des experts en migration ont réfléchi du 26 au 29 août 2019 sur l'élaboration migratoire de la République démocratique du Congo. Ce renforcement des capacités est une préoccupation majeure pour l'avenir des Congolais de l'étranger, nous disent en tout cas Philo Cholet et Christian Kinina dans ce reportage. Au cours de cette rencontre, 45 participants ont été outillés sur les différents aspects liés à la politique de la migration et plusieurs recommandations ont été formulées pour la mise en œuvre d'une bonne politique de migration en RDC. Mettre en place un comité interinstitutionnel chargé de mettre à jour la politique migratoire nationale et soutenir un dialogue, un échange permanent des données. Il s'agit là d'un outil important pour asseoir la gouvernance de migration, d'une part, et pour faciliter la mise en œuvre du pacte mondial de migration sur coordonnées et régulières au niveau national. 2. S'assurer de l'implication active de tous les acteurs politiques, administratifs, techniques, financiers et la société civile dans l'élaboration et la mise en œuvre efficace de la politique migratoire nationale. À la clôture des travaux, le secrétaire général aux affaires étrangères ad intérim, Kabongo Ngoy, a demandé aux participants de faire de la migration un outil au service de développement du pays, thème de fond de ces séminaires. À l'issue de cet atelier, les participants à ces assises ont fait ressortir le bienfait de ces échanges et l'intérêt qu'ils portent pour cette formation. La migration est pas simplement un aspect, comme on l'a vu, un aspect de franchissement de frontières, mais au travers de la migration, il y a aussi un mouvement des capitaux. Et en termes de capitaux financiers et même des capitaux humains. La mauvaise gestion des capitaux financiers, de leur mouvement, peut porter un coup fatal au processus de développement. Du coup, au travers de ces séminaires, les participants ont réfléchi sur l'élaboration de la politique migratoire pour le développement de la République démocratique du Congo. Nous devons, de ce fait, porter notre main ensemble avec tous les acteurs étatiques pour que notre politique migratoire soit réellement un facteur de développement dans notre pays. Notre pays, le RDC, a vraiment beaucoup de ressources et l'une des ressources que nous avons, c'est la diaspora, c'est la migration. Cette formation de renforcement des capacités a été sanctionnée par la remise de brevets aux cadres et agents de CDE. Ce séminaire a été financé par l'Union européenne à travers les COFED avec les concours techniques de l'ASBEL, Leadership Culturel Association. Rendons-nous une fois de plus dans le Congo profond, à l'intérieur du pays donc, où la maladie à virus Ebola fait encore parler d'elle à Bukavu, dans la province du Sud Kivu, pour laquelle les petits commerçants souffrent des restrictions imposées par le Rwanda voisin. Notre correspondant permanent à Bukavu, Bertin Ilyoshin, est descendu dans les rues de la capitale du Sud Kivu. Voici
Son reportage. Le Sud Kivu a notifié le premier cas de maladie à virus Ebola le 15 août 2019 en territoire de Mwenga. Le même jour, le gouvernement rwandais avait interdit l'entrée sur son sol des migrants en provenance ou originaires du territoire. À titre de réciprocité, le gouvernement congolais avait renforcé les contrôles des ressortissants rwandais en direction du Sud Kivu. La décision des deux pays avait porté un coup sur les activités socio-économiques entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, des activités qu'exercent la majorité des gagnes petits le long de deux frontières. La décision prise ne nous a pas plu d'un côté, de l'autre elle a été opportune et nous a permis d'apprécier les degrés d'interdépendance entre les deux pays. Sur le plan des affaires, nous avons constaté à Bukavu la carence de certains produits, surtout les vivres. Mais aussi nous avons remarqué l'avarie de certains produits au Rwanda, preuve manifeste que les consommateurs de ces produits sont en République démocratique du Congo. Concernant la spéculation dans les marchés au Sud Kivu, l'incertitude dans les marchés d'approvisionnement au Rwanda a fait que le prix prenne de l'ascenseur à Bukavu. En rapport avec notre travail de manutention, nous avons rencontré des problèmes avec l'interdiction de certains chauffeurs rwandais d'entrer à Bukavu. Depuis ce jour-là, nous n'avons rien perçu. En attendant, ces gagnes petits dont la majorité vit au taux du jour empruntent de voies détournées pour accéder sur le marché. Ces entrées frauduleuses accentuent le risque de propagation de la maladie à virus Ebola entre les deux pays. Pour remettre la situation à la normale, les deux gouvernements se sont retrouvés à Bukavu une semaine après la notification du premier cas de la maladie. Au sud du pays, par contre, à Lubumbashi, dans les Haut-Katanga, la ville connaît une flambée des prix de certains produits de première nécessité, notamment les huiles végétales, le sucre et la farine de maïs. Qu'est-ce qui explique cette surenchère alors que la DGDA Katanga est pointée du doigt? Tentative de réponse dans ce reportage réalisé par Lambert Yumaramazani, notre correspondant permanent dans la capitale du cuivre. L'habitant de la ville de Lubumbashi a comme aliment de base le boukari. Pourtant, cette pâte, cette peau blanche essentiellement à base de farine de maïs étant prisée, se fait de plus en plus petite sur la table du Louchois. Oui, la farine de maïs, communément appelée le breakfast, se fait rare à Lubumbashi et coûte très cher, jusqu'à 40 000 francs congolais, ou l'équivalent de 25 $ américains, le sac de 25 kilos, habituellement vendu autour de 10 $ américains. À côté de la farine de maïs, les prix d'autres produits de première nécessité ont pris de l'ascenseur. C'est notamment l'huile de table, la farine de formant et le sucre. La ville de Lubumbashi crie alors à la crise et pour beaucoup de marchands, la douane serait responsable de cette rareté sur le marché louchois, occasionnant ainsi une spéculation sans précédent. La DGDA Katanga est-elle réellement responsable de cette situation? La question mérite d'être posée. Aucune déclaration de la direction provinciale de la douane n'a été obtenue. Mais nos enquêtes ont relevé que s'alignant derrière la direction générale et conformément aux vœux du président de la République engagé pour le changement de mentalité, une commission d'appui contre la fraude vient d'être créée au Katanga et aurait démantelé un réseau d'inciviques fiscaux qui alimenterait frauduleusement le marché en huile végétale, en sucre et en farine de froment. Le bureau de douane de Kipushi, où les opérations douanières ne sont pas encore informatisées à ce jour, serait la voie de passage frauduleux d'importantes cargaisons de ces produits. Ainsi donc, des bidons d'huile, des sacs de farine de froment qui inondaient le marché louchois étaient essentiellement des produits de la fraude et que les opérateurs économiques obligés de payer aujourd'hui normalement le droit de douane revoient les prix à la hausse aux grandes dames du consommateur louchois. Mais la situation n'est pas du tout la même pour la farine de maïs car pour cette denrée sensible, essentiellement produite en Zambie et dans d'autres pays de l'Afrique australe, si elle ne paye pas grand-chose à l'importation, elle n'est même pas soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, la TVA.
Il s'est fait que la Zambie, elle-même qui produit le breakfast, a restreint la sortie de la farine de maïs. Et comme le Haut-Katanga ne cultive pas assez et vit aux dépens de la Zambie, Lubumbashi se trouve asphyxié. La scène se répète très souvent. Souvenez-vous que l'année dernière, cette pénurie en farine de maïs a même déplacé en toute urgence le ministre national de l'économie de l'époque pour Lubumbashi. Des réunions et des mesures ont sanctionné son séjour pour juguler la crise en bunga ou en farine de maïs. L'actuel gouverneur du Haut-Katanga tente aussi à sa manière de contourner cette pénurie en encourageant la production locale. Mais pendant qu'on meurt de faim à Lubumbashi, le maïs, lui, pourrit à Kabongo, à Kitenge, dans le Haut-Lomami, l'ex-province du Katanga, où se pose avec acuité la problématique d'évacuation de ces produits vivriers. Madame, Messieurs, voilà qui boucle complètement cette édition de Fiscalité et Développement. Merci de nous avoir suivis. Merci à tous ceux qui nous ont suivis depuis Beni et Butembo dans la province du Nord Kivu et en Ituri. Vous qui êtes frappés par la maladie à virus Ebola, nous ne vous oublions pas, nous sommes de cœur avec vous. Le prochain rendez-vous pour Fiscalité et Développement, c'est la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite des programmes sur votre chaîne. Au revoir et à très bientôt.